Aujourd'hui, c'est en plein cœur de Chambéry que j'ai donné rendez-vous à deux artistes pour nous parler de leur nouveau projet musical, Ricky James et Jordan, et on va les retrouver. Ricky, Jordan, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va? Super. Pas mal. C'est vrai. Bon, merci de partager ce moment pour Sa Voix d'artiste tous ensemble. Et ma première question sera la suivante. Vous êtes deux chanteurs. Et comment et depuis quand vous est venue l'envie de chanter? Olé, de chanter. Alors, moi, c'est venu plus tard que Ricky, je pense. Oui, Ricky, c'est sur le tard. Moi, c'est sur le tard et même c'est accidentel parce que ma première expérience musicale, il y avait une merveilleuse chanteuse, Delphine Paulet, qui est ma sœur jumelle en musique, et puis qui nous a abandonnés parce qu'elle n'avait pas compris que nous, on faisait tout ce travail pour jouer dans des bars. C'était sa réalité de l'époque. Et puis, elle a dit, bon, ben moi, j'arrête cette expérience, on est restés amis et tout ça. Et puis, soi-disant, on cherchait une chanteuse. Et au bout de 3 semaines, j'ai remarqué que les mecs, ils cherchaient plus personne. En me disant, c'est toi qui écris les chansons, t'as qu'à t'en occuper. Et c'est comme ça qu'accidentellement, je me suis retrouvé à devoir assumer une posture de chanteur. C'est pour ça d'ailleurs que jusqu'à aujourd'hui, c'est pas du tout assumé chez moi. Je dis, je suis plutôt un conteur qui chante, parce que les gens aiment bien ma voix grave. Et donc c'est sur le tard que finalement tu découvres cette vocation de chanteur. Mais ça a toujours été en toi, l'envie de chanter par contre? Alors, l'envie, oui, mais dans une espèce de culpabilité, quelque chose de pas assumé. Chaque fois que je suis allé voir des concerts, des spectacles, je me sentais que j'étais pas à ma place, là, d'être en face. J'ai toujours ressenti ce truc. J'ai toujours pensé qu'à côté de James Brown, il manquait un mec, c'était moi. À côté de Fela, il manquait un mec, c'était moi. Mais c'est le genre de truc, tu peux pas... Tu le gardes pour toi. Tu peux pas le dire, parce que tes parents pourraient te faire enfermer à l'époque. Non mais... Envie, oui, toujours. Toujours. Pareil pour toi Bah, moi, c'est un peu différent. C'est vrai que j'étais vraiment musicien, donc j'ai accompagné beaucoup de chanteurs, en commençant par ma grande sœur, dès l'âge de 12-13 ans dans les bars, tout ça, vraiment toujours sur scène. Et donc, on est tous les deux des chanteurs non assumés parce que moi, j'ai commencé par faire des chœurs. Puis petit à petit, j'avais une petite chanson qui traînait que je faisais en soirée. On m'a dit, mais joue-la demain au concert. Et bon, ok, je poussé par les amis, poussé par la famille. Puis finalement, une fois qu'on l'a fait une fois après, ils disent, il faut la refaire. Donc je deviens un peu chanteur malgré moi, mais j'ai toujours vocation à faire musicien de côté, à mettre en valeur le chanteur. Moi, c'est ce que j'allais dire, parce que donc vous êtes tous les deux chanteurs, mais pas seulement. Vous êtes aussi musicien, puisque chacun de vous deux a aussi cette partie-là en lui qui est d'être musicien. Donc la guitare pour toi, Ricky, oui. Et pour Jordan. Moi, c'est le balafon, principalement avec le groupe, avec Ricky, avec Père et Fils. C'est un xylophone en bois, du coup, qui vient du Burkina Faso. En tout cas, le mien vient du Burkina et c'est tout en bois avec des calebasses en dessous, un grand xylophone qui fait à peu près cette taille. Ah oui, donc grand. Voilà, grand xylophone. Et toi, Ricky, la guitare, ça a toujours été ton instrument de prédilection ou ça, pareil, comme l'envie de chanter, c'est venu un petit peu sur le tard? Gamin, je voulais être bassiste. Ah oui, donc pas guitariste. Pas guitariste, je voulais un truc à 4 cordes. J'avais juste omis un fait, c'est qu'une guitare basse à l'époque, il fallait acheter un ampli avec. Mes parents m'ont regardé en disant tu veux déjà apprendre à jouer s'il te plaît avant d'avoir des demandes extravagantes. Et j'ai eu une guitare rouge dont mon initiateur en guitare se souvient encore, une petite Yamaha en plastique, c'était une guitare de star. En plastique, rouge avec un manche noir, quelque chose qui te démarque tout de suite dans le quartier. Et le premier morceau que j'ai appris c'est That's What I Say de Ray Charles. Et c'est ça qui a donné ton envie de jouer de la guitare? C'est comme ça que j'ai su que j'aimais ça. C'est comme ça que tu as su que tu aimais ça. Et donc, on avance un petit peu dans ta carrière. En 2018, donc là on fait un bond dans le temps, tu fais partie de la création de l'album qui portait le nom de Brassens le Cubain. Et comment est venu ce projet? Alors avant de faire cette interview, j'ai beaucoup regardé. Le projet m'a énormément plu et me séduit. Et donc j'aimerais savoir comment ce projet est venu à toi. Il y a la version réelle et puis la version mystique, je vais faire court. La version réelle, c'est que j'ai la chance d'avoir le même pianiste que ce groupe qui existait déjà avant moi et qui avait pour chanteur Jean Sangali, qui est resté à peu près 2 ans dans l'expérience. À un moment, ils se séparent et eux, ils sont à 2 doigts d'abandonner le projet parce qu'ils ne trouvent pas quelqu'un qui a le profil pour faire, parce qu'ils ont une consistance rythmique, les Cubains, qui est assez importante. Et donc, c'est pas tant sur les qualités vocales qu'ils vous jugent que sur l'aptitude à être au rendez-vous rythmique. C'est plein de mise en place et tout ça. Et donc, je suis auditionné parmi d'autres chanteurs. Et puis, ma candidature retient leur attention, largement favorisée quand même par mon ami et pianiste Christophe Blanc, qui joint pour les 2 groupes. Leur dit, mais je vous dis que c'est lui.
Et moi, je me retrouve à avoir cette chance, version mystique, en 2013, sans aucune espèce d'attente. J'écris un hommage à Georges Brassens, qui est vraiment un truc du cœur. Et je considère que d'être rappelé 3 ans plus tard pour aller chanter du Brassens, c'est le vieux qui a décidé, c'est pas moi. Je pense qu'il s'est retourné dans sa tombe et il a dû se dire, oh, il est gentil le petit gars, on va lui faire... Et donc du coup, je chante vraiment un auteur que je vénère. Et je n'ai aucune espèce de retenue. Je suis sûr de la qualité des textes, je suis sûr de la qualité de la culture, je suis sûr des qualités mélodiques énormes. Brassens est un jazzman un peu ignoré, parce que les gens l'ont classé un peu rapidement chansonnette, mais il vient, lui, de l'oreille gitane. Hein. Et donc, un très grand auteur, et quelqu'un qui, vraiment, je trouve, met la France à son niveau réel. Et tu avais une certaine pression à l'idée d'interpréter justement ces textes dont tu parles. Est-ce que tout de suite on a une pression de se dire ce sont des textes importants, ce sont des textes qui ont marqué, il faut que je sois à la hauteur? Absolument. Alors, il y a cette pression-là, et puis il y a la double pression de dire, voilà, on a tropicalisé Brassens en lui donnant une espèce d'accent, de couleur cubaine. Il faut être crédible dans les 2 dimensions, c'est-à-dire restituer la belle langue de Brassens et ses mélodies, mais aussi bien s'inscrire dans la culture, la rythmique, la respiration cubaine. Donc c'était vraiment un double défi. Et ce qui est intéressant, c'est que la musique de Georges est suffisamment intéressante pour avoir trouvé une place naturelle dans la vibration cubaine. Et je rajoute un petit truc qui est intéressant. Moi, j'ai vu Brassens le Cubain en live et c'est assez rare parce que c'est vraiment de la salsa d'avoir une voix grave en salsa. Les chanteurs ont toujours des voix aiguës qui vont se mélanger avec les cuivres. Ah donc imitateur aussi. Oh là là, il fait la trompette tous les matins. Mais non, il a une voix grave qui fait que ça interroge un peu l'oreille et on va d'autant plus écouter les paroles. Donc pour moi, ça fonctionne vraiment bien avec Brassens qui a... Les gens à mon propos. Oui, très grave. Bon, et alors le projet qui vous unit l'un et l'autre, c'est plus récent, et c'est vous formez votre propre groupe intitulé Père et Fils Hakuna Matata. Alors, avec toi, Jordan, et alors ma question sera celle-ci. Que signifie Hakuna Matata? Parce que alors moi, j'ai que la version du Roi Lion. Ça veut dire pas de souci. Ah, ça veut dire... C'est ça, Hakuna Matata. Alors en fait, quand on a commencé à faire des concerts, parce que nous, on a un groupe, on ne s'est pas vraiment créé en fait. On a commencé par jouer. C'est Ricky qui m'appelle, il dit j'ai une date tout seul, tu veux venir? Oui, j'arrive, pas de souci, je prends le bala, on joue, je sais même pas ce qu'il allait jouer. Et on en fait une dizaine comme ça, et au bout d'un moment on se dit bon bah il faut un nom là, on va pas s'appeler Ricky James et son pote. Du coup à un moment il me dit bah père et fils, donc d'accord, on convoque mes parents en Bourgogne aussi pour leur dire ça vous va si on s'appelle père et fils? Puis mon père il fait ok mais il faut rajouter quelque chose. Donc on part sur, alors depuis 2009, l'année de notre rencontre, donc on est père et fils depuis 2009. C'est beau. Ouais. C'est une belle histoire. Comme ça, ils étaient contents. Ensuite, mais depuis 2009 jusqu'à quand? Donc on s'est dit jusqu'à Hakuna Matata. Jusqu'à Hakuna Matata. Voilà. Et petit à petit, c'est resté seulement. Qu'est-ce qu'on peut découvrir dans votre duo? Quel est le style musical? Quelles sont vos inspirations? Qu'est-ce qu'on découvre quand on vient vous voir sur scène tous les deux, père et fils? Alors, moi, je crois qu'on découvre une rencontre qui est. On présente souvent le groupe comme ça quand on est sur scène, c'est-à-dire que. Il y a quelques années, quelques siècles, la rencontre entre l'Europe et l'Afrique, ça s'est passé bizarrement, un peu en mode fiasco, et on refait à cette rencontre. Vous recréez la rencontre. Oui. Musicalement, un peu plus détendu sûrement, et voilà. Donc cette musique va transpirer un petit peu le continent africain, l'Europe. Donc de différents horizons. Exactement, on joue avec des tricornes de pirates sur scène. Multiculture. On est des pirates. Vous êtes des pirates, ça vous va bien. Aller voler toutes les belles chansons qu'on trouve et on les... Et alors, comme des pirates, vous vous produisez un peu partout. Et donc, j'ai lu que vous êtes produit dans des festivals, dans des salles, dans des parcs, des hôpitaux, des balcons et même des bus. En fait, vous jouez partout. Hein, ça vous plaît, ça, d'aller au contact de tous ces publics différents, que ce soit dans des salles, partout? Nous avons le plaisir de tester la limite ultime du duo, c'est-à-dire que le jour où nous serons invités à jouer dans une cabine téléphonique, ce sera une consécration. Mais l'idée d'être deux, ça rend un nombre incroyable de configurations possibles. C'est-à-dire que tu peux être en plein festival en Bourgogne ou à Festifoin ici, avoir près de 2000 personnes devant. Je me souviens de nous arrivant après les orchestres qui avaient des basses battes, sax, tout ça. Tu nous imagines tous les deux balafon et guitare arrivant presque en s'excusant en disant nous on fait pas autant de bruit que les autres mais c'est bien quand même. Et puis le truc qui est génial c'est qu'une demi-heure après tu les as quoi, parce que si les chansons sont au rendez-vous, si Une fois qu'on a attrapé le public. Voilà.
Et donc, si on devait tenter une définition, on en a plein quand même, hein, il dit musique douce et rythmée. On dit aussi musique accidentellement francophone d'inspiration africaine. C'est plus long. Oui, mafia. Ah, ça fait mafia. Voilà. Nous sommes une espèce de complot et nous sommes un des rares complots qui conspirent au bien pour tous. Et quels sont les projets de père et fille, justement? Est-ce qu'un album ne serait pas en préparation? Est-ce que ça ne vous trotterait pas dans la tête? Plus que jamais, plus que jamais. Là, on s'est retrouvés donc avec les événements là en début de confinement quand on disait ah oui ils vont le faire. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Allez viens, on va jouer ensemble. De toute façon, on ne peut plus faire 100 km, donc je viens chez toi et je passe tout ce moment-là avec toi. Et on a répété dans un appartement vide. Et là, on s'est dit bon je pense que les concerts là, ils vont arrêter tout ça. Donc on fait quoi? On va enregistrer. On a appelé notre ingé son. Il a dit super, moi j'ai des dispos. Puis on s'est dit si tout le monde a des dispos, soyons malins, appelons les musiciens qu'on aime vraiment bien. Et proposons-leur. Ouais. Voilà. Et coup de poker, ils ont tous accepté. On se retrouve avec une équipe extraordinaire là qui participe à l'album, qui sortira en mai 2022. Voilà, j'allais vous demander donc mai 2022 l'album. Voilà. Bon, eh bien on l'attend avec impatience. D'autres projets à venir, plus personnels chacun? À Chambéry, nous allons piloter tous les deux une expérience dédiée à l'éléphant. Nous sommes artistes résidents dans une école primaire à la Valdec-Rousseau. Nous avons composé un hymne moderne pour la ville de Chambéry et une autre chanson qui est un hommage direct à l'éléphant. Qui est notre symbole ici à Chambéry. Qui est vraiment identitaire pour nous et en plus qui permet des transversalités qui sont intéressantes puisque c'est un symbole dans lequel se reconnaissent aussi les Guinéens de la Guinée-Conakry, c'est aussi le symbole des Ivoiriens. À Yaoundé, mon quartier de naissance, il y a un quartier qui s'appelle Olézoa qui veut dire très très précisément l'abreuvoir des éléphants, la rivière des éléphants. Donc les connexions, elles sont multiples. Et puis l'éléphant, c'est aussi, oui, c'est l'ancestralité, c'est l'animal de la mémoire dans notre imaginaire à nous. C'est aussi une forme d'élégante nonchalance, moi, que je trouve Pachi, Pacha, Pacho, ficher la paix, aux élégants qui marchent comme on danse. C'est un extrait du texte de la chanson. Je trouve que l'éléphant groove, il a une espèce de lenteur qui est ample, puissante. Il a un rapport au temps qui est vraiment... Il inscrit son corps dans une espèce de dynamique comme ça. C'est presque un bateau, un éléphant. C'est presque un bateau sur la terre ferme. C'est quelque chose de très très solide. Oui, il y a tout un imaginaire autour de l'éléphant, on le sent bien. Ah oui, oui. Ricky a une grande fascination pour les éléphants. Bon, Moi, eh je bien, on partage aura aussi. donc le plaisir de découvrir ça. C'est prévu pour quand ce moment? Printemps, nous avons une discussion en cours et peut-être un rendez-vous avec le maire de Chambéry pour bien définir. On a la présidentielle bientôt et il va falloir bien choisir le jour. Parce que l'opération consiste à inviter tous les Chambériens qui possèdent un éléphant sous quelque forme que ce soit à venir partager un pique-nique géant dans le prolongement du marché au parc du Vernet. Donc ça peut être amusant. Ça peut être amusant. Vous nous tiendrez au courant de la date. Bon, et spécialement pour Sa Voix d'artiste, est-ce qu'on finirait pas cette émission en musique et est-ce que vous accepteriez de nous jouer? Là, avec plaisir. Formidable. Non, sans vous avoir remercié les uns les autres. Hein. Merci d'avoir pris un peu de temps pour nous. Merci à vous. Ravi de participer à cette émission que je trouvais belle et je crois que je vais trouver merveilleuse maintenant que j'y Si suis tu es passé. dedans, bah oui, ça sera meilleur même. Donc un infini merci. Merci aussi à nos hôtes du jour qui nous accueillent. Le restaurant très sympa. Umami est là, vous voyez Voilà. que c'est super. Quoi. Bon, C'est parfait. vraiment un honneur et un plaisir d'avoir passé quelques minutes. Plaisir partagé. Place à la musique. Place à la musique. Place à la musique. Thank you. Quand on s'endort, est-ce que c'est toujours nous qu'on s'envole? Y a la machine, pourquoi c'est encore nous qu'on s'y colle? Pourquoi la Chine, pourquoi les terrines, pourquoi les oiseaux rigolent? Ces dinosaures nous rappellent que le ciel est un sol. Pourquoi, pourquoi? Pourquoi, pourquoi? Pourquoi, pourquoi? Pourquoi?
beaucoup.